Et si ce n'était pas la réalité, mais une erreur de perception, une illusion collective polie par des siècles d'aveuglement? On pensait que le monde nous appartenait, parce qu'il est beau, parce qu'on y était né. Et si la chute était déjà faite? Et si ce qu'on appelle futur n'était qu'une extension du déni? On ne construit rien, on consomme ce qui reste, et on appelle ça avenir. On dit que l'homme est conscient, mais que vaut une conscience qui détruit ce qui l'entoure pour nourrir ce qui le vide? Sommes-nous vivants, morts de peur à l'idée de regarder vraiment l'immonde tel qu'il est? On respire l'air des usines, on mange la douleur emballée sous plastique. Mais le réel n'oublie pas, sous le béton, la terre craque, sous les océans, la vie se tait. Quelque chose s'éteint chaque jour. Quel est le sens? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi? Sommes-nous réduits à des fonctionnalités, n'ayant pas conscience de la supériorité de qui justement? Créer sans respecter, exister sans aimer. On se croit indispensable, mais on n'est qu'un passage, une parenthèse dans sa mémoire. Le monde continuera de tourner sans nous. Mais pouvons-nous avancer sans lui? Ok, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, t'inquiète, c'est bon. Non, je veux être sûr quand même. Tu vois la porte? Yes. J'entre. Non, attends. Il me faut encore un peu de temps. C'est bon. Je suis sur leur système. Tu peux entrer. Ok. Bon, et faut que ça se passe bien cette fois, ok? Oui, t'inquiète pas. Ok, j'y suis. Je te vois. Je te capte mal, mais je te vois. Prends ta gauche. Ok, il y a une autre porte. Yes, tu la prends. Je descends. Ouais. Ok, c'est bon. À ta droite, il y a un mur, tu le vois? Ouais, je vois. Sur ce mur, il y a 2 portes. Tu les vois? Oui, oui, je les vois. Prends la droite. Pour... Prends la droite. Je pense que la porte de gauche... Prends la droite. Je vais prendre la gauche. Non, 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 s'il te plaît, fais pas de conneries. Je te vois. Je te capte mal, mais je te vois. Prends ta gauche. Bon, allez, prends à gauche. On n'a pas toute la journée. Il y a la même porte. Non, non. Ça, c'est que la deuxième. Prends-la, puis descends les escaliers. Ok, c'est bon. À ta droite, il y a un mur, tu le vois? Oui. Je le vois. Ok, prends la porte de droite. Je sais pas trop. Prends la porte de droite. Je suis pas sûr. La différence entre le secret et le mystère, c'est que le secret peut être révélé. Si tu le dis. Je te vois, prends à gauche. Pourquoi? Pourquoi tu prends à droite? Qu'est-ce que tu fous? Réponds-moi. Eh oh! T'es là?
Chanter le gospel m'a sauvée. Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portions. I know I won't forget all He's done. He's the strength in this race that I run. Every time I look up, I see God's faithfulness, and it shows just how much He is miraculous. I can't keep it to myself. I can't sit here and be still. Everybody I will tell till the whole world is healed. King of kings, Lord of lords, all the things He has. L'isolement peut toucher tout le monde et tout le monde peut s'en sortir. Au début, j'avais beaucoup d'amis. Je m'amusais sans savoir que tout pouvait basculer, car j'oubliais que certaines choses sont éphémères. Parfois, je profitais du temps de la mauvaise manière. C'est accompagné de plaisirs de courte durée, souvent nocifs et qui me mettaient dans un cercle vicieux. On me sortait la fameuse phrase « profite de ta jeunesse » que j'interprétais évidemment mal. Jusqu'au jour où tous ces moments se sont terminés de façon brutale. Une querelle, la distance qui nous sépare, les choix qui divergent, moi et les personnes qui m'entourent qui changeront. Une fois seul, je me disais que ce serait simple de se réentourer. Je pensais que cela ne durerait qu'une petite période. Puis le doute s'installe. Les démons ressurgissent, ils parlent et je les écoutais car j'étais isolé. Alors je perdais la foi, mais en gardant un soupçon d'espoir qui me faisait du bien et aussi mal au fond de mon être. C'est à ce moment-là que me sont apparus les premiers symptômes de mes addictions. Les démons reprennent peu à peu le dessus, et comme j'étais seul, ce sont eux qui devenaient mes amis, mes uniques amis. Après ça, Madame Dépression s'installe, elle me chuchote à l'oreille que je suis un moins que rien et que ma vie est déjà foutue. Et c'est comme ça que j'ai continué à sombrer dans cet isolement. Par la suite, j'ai rencontré le premier amour de ma vie, Marie-Jeanne, accompagnée de sa fille Nicotine et de ses 2 fils, tabac et alcool. Je me suis tatoué sur la peau des cicatrices visibles à vie. Elles étaient censées m'aider à surmonter les épreuves, mais rien à faire car le mal était dans mon être. Le temps passe et passe. Je loupais des occasions de parler à des gens qui m'auraient sorti de cette infâme solitude qui me tuait à petit feu. Un jour, j'ai pris conscience de mes problèmes. Au début, c'est dur car nous avons la vue brouillée par un nuage de fumée épaisse, et ça, que nous soyons fumeurs ou non. Le processus est long. Si je vous disais le contraire, je vous mentirais. J'ai lu pour renforcer mon mental. J'ai médité pour me sortir de certaines addictions. J'ai créé toutes sortes de projets artistiques pour m'exprimer. Je suis parti marcher le long d'une rivière. J'ai dit bonjour à ceux que je croisais. J'ai commencé par les personnes âgées et les gens qui connaissaient de grandes difficultés. En plus de les aider, je m'aidais aussi. Brisons la glace de la solitude. Je suis un être sensible, j'ai besoin de connexion, qu'elle soit spirituelle ou humaine. Et finalement, malgré nos différences, nous ne sommes pas très différents les uns des autres. Je me suis accepté comme je suis et accepté comme les gens sont. Sans mauvais jeu de mots, ne laissez pas partir vos rêves en fumée. Pour finir, j'aimerais vous dire que la solitude peut toucher tout le monde et que tout le monde peut s'en sortir. Le monde sera à toi uniquement quand ta vie sera tienne.
Moins pas blanc, non, moins pas noir. T'as pas moins si mon l'histoire. Tortille, caviar, malba. Je m'appelle Naomi, j'ai 11 ans et je suis réunionnaise. Comme tous les week-ends, on se réunit en famille et cette fois-ci, là nous allons faire un pique-nique en forêt. C'est cool parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et en même pas 1 heure de route, je serai en pull en train de m'amuser avec mes cousins. Je suis souvent occupée à vrai dire. J'aime aller voir le Nouvel An chinois et ces fameux dragons qui dansent dans la rue, écouter la prière musulmane qui se divulgue dans ma ville, partir à l'église avec ma mamie, m'égayer tout en sommeil mais pour faire le plaisir mis debout quand le prêtre y demande. Le Deepavali et le Holi, franchement se faire jeter des couleurs dessus, c'est trop cool. Comme l'attendu le roi dans les bois, la reine l'arrivée. Comme l'attendu le roi dans les bois, la reine l'arrivée. Des gaz à nous, maman, des gaz à nous, calico l'arrivée. Des gaz à nous, maman, des gaz à nous, des gaz à nous. Mais surtout, ma tante qui nous emmène dès que possible explorer notre île. Alors ok la famille, ok c'est cool de bouger partout, mais les repas de ma grand-mère, même si ne laisse pas moi les ciseaux de table, la nourriture de chez moi a toujours réuni toute ma famille. Et ça, c'est ce que j'ai de plus cher. Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. 11 heures bloquées dans une espèce de tube volant, trop stylé. Je déménage en France. La vie de rêve. Après avoir été hébergée chez ma tante, on a enfin notre maison. J'ai des copines incroyables qui, elles aussi, viennent d'ailleurs et on se comprend et on se soutient. C'est dur, confronté à la solitude, je repense à la chance que j'avais, être entourée, ma famille, la plage. Plus le temps passe et plus je rate les moments importants en famille. Je me rends compte de la chance d'avoir grandi sur une île, la chance d'avoir une famille unie et fusionnelle. Pourquoi je suis là ? Puis j'ai compris. Et j'ai fini par relativiser. Quitter la Réunion, c'est une plaie qui ne guérit pas. On apprend juste à vivre avec. Cette plaie y permet à nous d'évoluer, grandir et beaucoup de souffrance pour que nous rendions compte de la chance d'être réunionnais et d'avoir grandi avec une richesse culturelle et de vivre ensemble. Même si vous les loin, si vous les pas côté moi, même de l'autre côté de la terre, vous sera toujours dans mon cœur. Même si vous les loin, si vous les pas côté moi, qu'on me roule un caillon, nous sera toujours ensemble. Le bon mot il vient pas, quand moi l'a besoin. Mon esprit maille, mon pensée il chamaille. Mais pourquoi repodit ça dans mon cœur? Aimer comme une danse, éphémère. Je danse même si je n'ai jamais su le faire. Mon corps valse au rythme d'un poème lyrique, main dans la main avec une vision calomnieuse. Mon corps valse au rythme d'une réciproque chimérique, et prise par l'amer sentiment d'être une menteuse. Si j'apprends à aimer le reflet de mon miroir, je saurai peut-être accepter que celui des autres n'est pas illusoire. Aimer comme avoir un couteau pressé contre la trachée, sans question je la laisserai éperdument me lacérer, dans l'espoir que la plaie déchire le mirage et donne enfin un sens à cette cage. Pourquoi mon esprit persiste à embrasser une idylle, la chassant sans cesse jusqu'au péril, et qu'au terme de cette obscure diaprure, ce ne soit que mon rêve placardé sur un mur. Aimer est comme la vie d'une fleur. Son sens nous échappe lorsqu'elle naît, et ce n'est qu'à l'instant où elle se meurt qu'on se rend compte que ses couleurs reflétaient la réalité.
Le collège, une nouvelle vie, nouveaux amis, plus d'autonomie. C'est ce que je croyais. Mais tout a basculé. Un petit groupe venait sans arrêt m'insulter, me bousculer. Il me suivait, éteignait les lumières lorsque j'allais aux toilettes, frappait à la porte en ricanant. J'étais déstabilisée, paralysée, je ne pouvais pas lutter. Lentement, incidemment, un nuage a envahi mon esprit et je coulais dans une eau noire, noire comme mes idées, suicidaire. Je me dégoûtais. Puis au fond de l'eau, j'ai touché le sol. Mes pieds ont donné l'impulsion. Résilience. J'ai décidé d'en parler à mes parents et à tous mes proches. Grâce à leur soutien, j'ai montré les dents, j'ai réglé mes comptes avec ces... Je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs. Eux, oui eux. Ensuite, ils m'ont laissé tranquille. Voilà, j'ai mal vécu ma scolarité au collège, mais je suis encore là, debout. À tous ceux qui sont victimes du harcèlement, ne plongez pas, ne les écoutez pas. C'est eux qui ont un problème. Vous savez que la relation humaine peut et doit nous élever. Vous n'êtes pas comme eux, vous êtes juste formidables en résistant à cet enfer. Leur fiel est votre force. À l'aube de la création, le néant, puis l'homme, ainsi que ses diverses facettes. Tendez l'oreille et écoutez. Les fanfaronnades de l'orgueil. Les grognements de la colère. Les gémissements de la luxure. Les gargouillements de la gourmandise. Les plaintes de l'envie. Les soupirs de la paresse. Les tintements de l'avarice. Voici le portrait de l'homme. Homme. Dans toute son hypocrisie. Il est aisé de pointer les péchés des autres lorsque l'on ferme les yeux sur les siens. Ouvrez les yeux et contemplez toutes ses facettes, sûrement les plus humaines d'un homme, maintenant sans une once d'humanité.
Bonjour monsieur. Monsieur, est-ce que je peux vous servir quelque chose? Pour moi, l'espace de coworking, ça a été une renaissance. Et là, maintenant que je suis dans une ambiance de travail, oui, je travaille, je suis à fond. À force de rencontrer la communauté, à force d'y venir de temps en temps pour déjeuner ou prendre un verre ou juste faire coucou à travers la porte, les liens se sont faits et puis au fil des choses, au fil de la construction du projet, j'ai été ferrée quoi, d'une certaine manière. Je me suis laissée prendre. D'accord. Vous êtes sauvé par le C'est les moments de partage, le soutien, les fous rires, les rigolades, une oreille attentive aussi quand on en a besoin. Donc c'est une vie de famille avec d'autres personnes. L'espace de coworking et encore plus l'arrêt minute, c'était plus un lieu de vie qu'un vraiment un lieu de travail. J'ai trouvé tout le monde sympa, facile à approcher. Ouais, des gens simples, bien. Putain, j'ai pensé aux raviolis en premier. Pourquoi j'ai pensé aux raviolis? C'est nul les raviolis. Non mais... Bravo les téléscopies.
Je suis Éric Confesson, luthier. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans les instruments à cordes frottées, c'est-à-dire tous ces instruments qui se jouent avec un archet, le violon, l'alto, le violoncelle. Dans notre métier, on a des spécialisations que l'on a ici à l'atelier qui sont en plus donc spécialisées en contrebasse et en instruments baroques. Au bout de 11 ans de formation, j'ai créé mon entreprise. À côté de ça, j'ai fait 8 ans de recherche en physique acoustique sur ces instruments-là. Cet instrument fabrique lui-même tout un mécanisme physique pour fabriquer le son. Donc dès qu'on va changer des pressions ou des endroits de pression, on change ces qualités-là. Le principe, c'est d'arriver à trouver les bons endroits de façon à pouvoir utiliser le potentiel maximal de l'instrument. En aucun cas, on est magicien et on pourra faire que l'instrument ait un potentiel supérieur à ce qu'il est. Ça, c'est de la physique, ça ne sera pas possible. Le réglage, c'est un vrai dialogue et c'est un dialogue à trois. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre le musicien, son instrument et le luthier. S'il en manque un, on ne peut pas le faire, ça c'est sûr. Il faut être vraiment à l'écoute, il faut analyser, il faut bien se comprendre. C'est une osmose complète dans ce trio. L'instrumentiste, il est donc sur son instrument que nous on a du recul, donc des fois on peut mieux analyser. Ouais. Mais en tout cas, on ne touchera l'âme que d'un commun accord, qui en général est le cas à 99,99%. Et de là, en effet, dans la plupart des cas, ce n'est que par onde de choc. On va, grâce à la pointe à âme, on va déplacer cette âme. Alors, en règle générale, quand on est entre 1 et 2 dixièmes de déplacement, c'est le bout du monde. On est à beaucoup moins et on change tout. Un jour, en roulant entre la Creuse et Paris à 4h du matin sur probablement RCF ou sur France Culture, je ne sais plus. Je crois que c'était RCF. J'ai entendu l'ancien PDG d'Infogrames qui parlait d'innovation, de robotique, de handicap et d'accessibilité, de choses comme ça. Et du coup, il parlait de Fab Lab, de lieux d'innovation collaborative, trucs comme ça, où il y a le numérique et le bricolage mélangés en même temps. Je dis, ça serait bien ça. Dans les Fab Labs, il y a quand même deux choses. Il y a le faire soi-même, certes, qui est une première chose, mais aussi le faire ensemble. Il n'y a que les gens qui sont en concret, en fait, qui arrivent à booster les idées et à innover réellement. Et nous, ici, on s'est fixé sur ce type de profil de personnes qu'on peut accompagner réellement et auxquelles on peut donner une véritable aide qui va être efficiente. Nous, on n'est pas porteur du savoir universel, il est dilué dans la communauté, et même si on domine ou pas des technologies, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment les autres ils montrent ce travail-là, quelles différentes expériences il peut y avoir, est-ce que ça peut apporter de la richesse, ou est-ce que ça peut apporter une manière de communiquer avec les gens différente. Dans des lieux où les gens se croisent, on imagine que si on fait les choses avec bienveillance, ils vont finir par s'y sentir bien et échanger
de façon plus favorable. Ici, en général, ce sont les jeunes qui apprennent aux plus anciens comment servir de leur téléphone, installer des applications, supprimer des choses. Et les anciens qui apprennent aux jeunes comment se servir d'une perceuse et pas se blesser, par exemple. Il y en a qui ont des facilités d'apprendre, d'autres non. Il y en a qui sont un peu du métier, mais pas forcément directement. Il y en a qui n'ont pas trop de problèmes avec l'outil informatique, d'autres qui en ont plus. Donc pas forcément des illettrés, mais parfois des réticents. Et du coup, apprendre d'une personne à l'autre, c'est toujours différent. Donc on apprend toujours des choses d'une personne à l'autre. Après, les gens viennent pour découvrir, ils n'ont pas forcément d'idées. Au fur et à mesure, en discutant avec les gens, ils ont les notions techniques de ce que peuvent faire les machines. Donc ça leur donne des idées ou ça leur permet de concrétiser des idées qu'ils n'avaient pas forcément... Ils en avaient le rêve, mais ils ne savaient pas comment le fabriquer et ils ne le trouvaient pas dans le commerce, donc ils avaient mis ça de côté. Et maintenant, ça leur permet aussi de fabriquer des choses dont ils n'avaient pas les moyens de faire. Donc ils savent soit poser la question aux voisins, donc ça joue des formations de pair à pair, soit aller sur Internet chercher dans la communauté des solutions supplémentaires. L'idée étant de s'autonomiser sur la façon d'apprendre, sur comment apprendre, s'autonomiser. Alors s'autonomiser, mais c'est pas être seul. Ça permet à ces jeunes notamment d'apprendre très rapidement des concepts et des techniques auxquels ils n'avaient pas accès et aussi auxquels ils espéraient même pas avoir accès. Et puis après, on va avoir des gens qui viennent avec des demandes singulières, comme un boulanger qui vient parce qu'il a les couteaux de son rouleau à pétrir qui sont foutus et il veut savoir si on peut lui trouver une solution ici. Ben non, on ne peut pas parce qu'on n'usine pas le métal. Mais par contre, on a tout un réseau d'entreprises autour de nous qui, elles, savent faire ce travail-là et avec lesquelles on met en relation. Après, il y a des gens qui viennent et qui ont plus une démarche, moi j'ai besoin de réaliser telle pièce, je sais que ça va se faire avec telle machine et cette pièce-là va servir à tel projet. Et donc du coup, là, on va l'aiguiller plus rapidement directement sur la compétence qui lui manque. Ou alors, si son projet est intéressant, ça peut même faire l'objet d'un projet commun pour le lab. Dans l'exemple des projets communs qu'on a fait, il y a la thermoformeuse. On voit bien que c'est pas une thermoformeuse qui vient du marché, mais du coup ça nous permet de fabriquer des formes en plastique et tout ça, c'est fait avec des matériaux de récupération et puis chacun amène sa petite idée et puis on fait le projet ensemble. Pareil pour la découpeuse laser, les choses comme ça, quoi. Pour ce qui est du volet professionnel, c'est forcément un petit peu à part. Ce qui va faire la grande différence entre l'adhérent normal et le professionnel, à notre sens, c'est que l'adhérent normal, il fait un projet, il partage son projet. En fait, tous les métiers et n'importe quelle personne qui vient peut trouver des applications directes dans son métier par rapport à des problématiques qu'il a au quotidien, tous les jours, mais qui ne sait pas forcément comment trouver des réponses. Et nous, on est là pour les aider à faire coller les capacités des machines, entre guillemets, à leur activité artisanale propre. Si on met en place de la formation, c'est moins pour former des gens que pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes d'acquisition des connaissances. Nous, cette mécanique-là, elle nous intéresse énormément. Le programme qu'on a monté, c'est un programme qui est orienté vers l'apprentissage de la modélisation 3D. Puis ensuite, on a une partie qui est un travail de fabrication d'un objet. Et là, en l'occurrence, l'objet qui a été fabriqué, c'est un hôte d'accueil virtuel pour l'office de tourisme. Cette borne d'accueil qu'on a fabriquée, il y a tout un travail qui est fait avec les jeunes sur la recherche. On va en ville, on va voir la ville, on va la découvrir, on va aller puiser nos sources d'inspiration dans la ville pour quasiment tout ce qu'on fait. Et puis, quelques temps avant, c'était une bande de gamins qui venaient là, des ados plus, 20, 21 ans, qui venaient là fabriquer une imprimante 3D. Et là, ces publics-là, ils se croisent, ou se superposent, ils se croisent. Et c'est très informel, donc
Moi, j'essaye c'est en fait comme si on lançait plein de billes dans une arène, il va bien s'entrechoquer quelques-unes. C'est un facilitateur de relations, donc il y a des choses comme ça qui se passent, bien sûr. Voilà. Je suis au centre de ce monde. La mer, la montagne, la ville, la campagne. Juste là, au bon endroit. Onde de l'intérieur vers l'extérieur, la caresse s'étend le long de l'eau, façonne l'histoire. Ici, à Libourne. La pierre rayonne sous les arbres. Bruit sourd des tonneaux que l'on fait rouler sur les pavés. Les feuilles se souviennent. Choc strident du métal frappé pour qu'il prenne la courbe. D'un avant, craquement du bois avant la mise en rose. D'un après, les yeux s'écarquillent d'aise sur les songes du passé. Dans l'instant, les paysages nous racontent le rythme de la terre, ses courants. Tout se confond ici et là entre la Dordogne et l'île. La confluente. Après les kilomètres parcourus, le repos. Résonne l'écho de la cité. Errance jusqu'aux marches du palais, pour palpiter avec vous, vous, vous. Heure de sabot des montures de protocole. Panache remisé, pour alterner entre manèges et manèges. Fêtes et fêtes. Accueil chaleureux sur un sol sûr, allure sincère et lumière fraîche. Ralentir, pour entendre les oiseaux, la pluie dans les arbres. Comme un bruit de fond empreint de réel encore à créer. L'importance d'être moderne. Les contrastes soulignent les liens du temps. Les échanges sont gravés dans le décor. Le chemin vers l'autre s'inscrit par de nouvelles voies. Les sentiers piétinés s'effacent pour des passages. Nouveaux, en acier, plus ce que l'on ne voit pas. Les destinations lointaines se sont rapprochées. Les distances trompeuses. Cliquetis des hommes pressés. Hâte de se rejoindre ou de partir. Le soleil se diffuse et je suis disponible. Je suis au centre de ce monde. Et le monde est dans ma main. De Libourne à portée de moi. Écoutez-moi, c'est une erreur. J'ai eu tort. On n'aurait jamais dû. Je suis désolée.
humanity is on the brink of extinction. More than 30 years ago, machines started a war. It's time to end it. We don't have time. Machines are closing in, and we're on the brink of defeat. This war will last until the last machine is destroyed. We have a weapon that can change the tide of war. The future is in our hands now. We can't let Skynet win. The fate of all humanity depends on us. We can't afford to lose. We have an advantage. Let's do it together. Just like you, I fled my planet. Through galaxies, through black holes, through time. And then I found you. Destiny is calling, and our names are on her lips. The seas forever the waves forever roll. Long after I met Davy Jones, tell not the skull and bones寺門呪文初監督作品。もし焼肉が最高の演技をしたらどうなるのか。今世紀史上初の焼肉の大共演。フードラック食運。
I don't remember anything. Where am I? Who am I? My king, we found Lady Sirawen in the mountains. She was trying to escape once again. Reckless woman, when will you learn from your mistakes? You cannot avert yourself from this marriage. You are the queen-to-be. Act like it. Marriage? I do not expect you to fancy me or enjoy being my wife. It's not a marriage of love, but a marriage of survival. You have a fate. You cannot accomplish your duty without my protection. What kind of fate are we talking about? I am not your enemy, my queen. My heart had always belonged to you. Fate is inevitable. You must face mine. Your fate is death. It's too hard to bear. I can't save them. I can't. Je m'appelle Kevin Vladishkov et ce soir, je suis à bord du Titanic. Ce vaisseau censé être insubmersible. Pour moi, il n'est qu'un moyen, un outil au service d'une mission secrète qui pourrait changer le cours de l'histoire. Je suis un infiltré russe, chargé de détruire ce paquebot avant qu'il ne rejoigne New York. Quelle belle journée! Le Titanic 3 prend enfin le large pour une longue croisière. Avec le prix du billet, ça a intérêt à être bien. Je m'éloigne des célébrations, laissant derrière moi les rires et les verres qui sont au choc. Mon objectif est dans la salle des machines. J'ai repéré un accès discret et avec un peu de chance, personne ne remarquera ma présence. Le bruit des machines est assourdissant, une mélodie de fer et de vapeur qui cache mes pas. Mon cœur s'accélère alors que je sors la bombe de mon sac. L'explosion retentit comme un tonnerre, déchirant le silence de la nuit et secouant le Titanic de fond en comble. Une lumière aveuglante jaillit dans l'obscurité. Mesdames et messieurs, il est temps de faire face à la vérité. Nous avons bravé les tempêtes, mais ce soir, la mer nous appelle, restez unis et gardez espoir, ensemble nous ferons face à l'inévitable. Estoy buscando la estación de tren. Sto andando a fare una visita preoperatoria a Ruby Taylor. E questa la via per il porto sud. Au fait, qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes français, allemands, italiens ou autres ? Je ne suis pas née française,
Mais j'ai ma carte d'identité depuis longtemps. Pourquoi cette question d'appartenance me trotte-t-elle dans la tête? L'afflux actuel des immigrants y est probablement pour quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce questionnement? Nous vivons, nous le voulons ou pas, dans le regard des autres. Cet inconscient est bien ancré dans nos sentiments, dans notre subconscient. En tant que personne étrangère, le souhait de se faire accepter est grand. S'intégrer dans le quotidien du pays pour en faire partie et vivre comme tout le monde est un besoin vital. On vient au monde dans un pays, on fait partie d'un peuple. C'est le hasard qui fait les choses. On y grandit, apprend sa langue et on baigne dans sa culture. On appartient à ce peuple. Est-ce que c'est ça l'identité? Une nation, une région se construit par sa mémoire collective, sa langue, ses coutumes, ses habitudes, son histoire. Les habitants se reconnaissent. Partir ou fuir son pays est un déchirement. On perd ses racines. Partir, c'est mourir un peu. Dans le pays d'accueil, on est un étranger. D'où vient ce mot étranger? De étrange. Oui, mais étrange pour qui? Pour toi, ces gens venus d'ailleurs sont étranges. Et toi, tu es étrange pour eux. Et ça fait peur. C'est cette peur de l'inconnu, la méfiance par rapport à l'autre qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de barrières. Et parmi elles, c'est la barrière de la langue la plus importante à surmonter. Il faut parler la langue du pays pour se faire accepter. Et tout ça, c'est un cheminement. Un travail qui peut durer parfois longtemps. Certains arrivent, d'autres pas. On peut acquérir la nationalité, donc l'appartenance à un pays. Mais parlons simplement d'une région, comme l'Auvergne par exemple. Est-ce que l'on peut devenir auvergnat? Il n'y a pas de carte d'identité régionale. On ne peut pas se réclamer d'une région avec un papier officiel en main. Quand je rentre d'un voyage ou tout simplement d'un déplacement et que je vois devant moi la chaîne des puits avec le puits de Dôme, je suis contente. Je suis chez moi. Et je crois que c'est ça qui compte. C'est de pouvoir se dire, je rentre chez moi, je suis à la maison et à ma place. Parce que ça veut dire, j'ai pris racine. Si tu te sens appartenir à cette terre que tu habites, tu es chez toi. Et ce sentiment, personne ne peut te l'enlever. Être ancré dans sa région, l'aimer, même si on n'y est pas né, dans cette appartenance et cette identité. On n'a nul besoin d'un document officiel pour le certifier. Ah, finalement, c'est ça la réponse à ma question. Être ancré dans son pays, l'aimer, se sentir chez soi. Ce sont ces sentiments-là qui donnent ce ressenti d'appartenance et d'identité dont nous avons tous besoin pour nous épanouir.
The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Here. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Here. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Here. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Here. Names have been changed.
Soap. Je m'ennuyais. Et quand je m'ennuie, je finis toujours par aller acheter quelque chose pour m'occuper. Du coup, je suis allé au supermarché et j'ai acheté un appareil photo. J'ai décidé de photographier des gens qui avaient acheté des choses. J'ai rencontré Michel, qui avait acheté du miel et de la glace. Je l'ai photographié avec les produits qu'il avait achetés. Après ça, il m'a dit « Ça coûte combien ton appareil photo ?» Je lui ai dit 12 €. Il m'a dit « Je t'en donne 10 et tu vas en acheter un nouveau pour continuer ton boulot. » Je dis non et j'ai photographié d'autres gens qui avaient acheté d'autres choses. Au bout d'un moment, plus personne ne voulait se faire photographier. Mais j'ai rencontré Vincent, Maya et B-A-L-L-E, la balle. Vincent est son domicile fixe. Il a un camping-car, il vient devant le supermarché, trouver un peu d'argent, demander aux gens d'aider un peu. Quand Vincent s'ennuie, il va au bord du lac. Il fait 2 fois le tour, puis il s'assoit sur un banc et regarde Maya jouer avec B-A-L-L-E. Le lendemain, il pleuvait. Je m'ennuyais, je suis retourné au supermarché. J'ai fait le rayon pêche, les produits locaux et les glacières électriques. J'ai photographié des gens qui regardaient des choses, des gens qui voulaient des choses, qui déambulaient, qui achetaient des trucs. Moi, je voulais acheter du savon. Je prends toujours du savon senteur lilas, ça me rappelle la maison de mes grands-parents. Arrivé à la caisse, je me suis aperçu que j'avais oublié mon portefeuille sur mon lit. Alors je suis sorti et j'ai vu des gens qui avaient des sacs, qui regardaient devant, qui attendaient la fin de la pluie. Comme moi. J'en ai eu marre, alors je suis parti. Et puis sur la route, au milieu du rond-point, j'ai croisé Elias, Thomas et Enzo qui flossaient sous la pluie. Ils voulaient jouer au foot, mais il n'y avait pas foot. Alors ils dansaient. Le lendemain, je m'embêtais encore, je décide d'aller laver la voiture. Je vais sur Google, je tape car wash, j'en trouve un pas trop loin, et je m'y rends. J'arrive sur place, j'y mets ma voiture, mais ça fonctionne pas, elle est encore toute sale. Du coup, je fais demi-tour, et là, un cheval. C'est une photo qui est devenue une sorte d'icône et c'est certainement la plus belle photo peut-être que j'ai jamais faite. C'est une photo qui pose des questions. Elle est très mystérieuse. Ça nous fait poser des questions qui vont au-delà de la papier dans lequel il est imprimé. Chaque personne va réagir différemment en face de cette image. Et ça fait partie d'un long travail que j'ai fait sur les aveugles. Cette photo-là a été faite à Saint-Mandé, en France, dans une école pour jeunes aveugles. On a toujours appelé ces photos les jumelles. Et au fait, il s'agit des triplés. Les 3 enfants étaient nés prématurés. Elles étaient mises dans des couveuses et les couveuses ont donné trop d'oxygène qui a voilé les yeux des bébés. Et pour une raison absolument inconnue, le garçon est resté indemne. Mais les filles étaient absolument magnifiques. Elles étaient toujours habillées exactement pareil. Une était un peu plus forte de caractère que l'autre. Elle aidait l'autre, cette relation très soudée entre les 2 filles. Et je me souviens que j'ai voulu absolument faire un portrait de ces filles. Je les ai trouvées extrêmement belles et aussi très troublantes parce qu'une était l'exacte copie de l'autre. Donc j'ai demandé si elle pouvait poser pour moi, si elle pouvait arrêter et attendre pendant que je fasse un portrait. À l'époque que j'ai fait la photo, elles avaient 14 ans. Elles étaient dans l'école pour apprendre autant qu'elles pouvaient apprendre en tant qu'enfants aveugles, mais elles étaient dans la famille pour le reste du temps. Elles faisaient beaucoup d'activités avec la famille. Elles n'étaient pas du tout rejetées de cette famille. Après, elles étaient dans des centres d'aide par le travail où elles pouvaient travailler un peu. Elles avaient chacune un petit ami à un moment. C'était très curieux parce que chacune avait un petit ami qui s'appelait Michel. Donc il y avait 2 Michel. Au fait, je ne les ai jamais perdus de vue. J'ai fait une exposition à la galerie Fête et Cause ici à Paris quand la photopoche est sortie. Et les 2 filles sont venues avec toute leur famille. Le frère était là, c'est la première fois que j'ai rencontré le frère. Et les jumelles étaient au fond de la galerie, très très grand. C'était un tirage, je ne sais pas, 180 sur 90 ou quelque chose comme ça. Elles sont venues et elles ont touché tout le bord de l'image. Elles ont
beaucoup aimé ce vernissage. Elles étaient très fières que c'était leur photo qui était là et très contentes que toute la famille était là avec elles. Au balcon, juste là, en pavé bleu, sous les arbres, autour des... longer l'eau. Derrière, dans le dos, si on écoute le bruit de fond au bon endroit, comme une voix lointaine raconterait une histoire dans l'appartement voisin. Les intérieurs tentent de petites histoires. Des fauteuils tapissés, sur l'accoudoir, un bras repose. Comment s'occuper des fleurs sur la balustrade. Et depuis, ce qu'on ne peut plus faire. Monter. Le matin, c'est déjà prendre le bus, toute la ligne pour voir ce qu'il y a au bout. Ne pas les attendre. Le retour des prisonniers pour le mariage. Et si le grand-père était devenu officier de marine, y repenser en regardant toutes ces mêmes petites images de côte, de l'obsession de ralentir les vagues, malgré le vent. Au bord, le fils debout sur le rocher, ou au loin sur une pente de ski. Au-delà des portes, certains champs sont devenus des quartiers de Paris, des petits paysages dans des cadres qui dorment ailleurs dans la tonalité. Dans la pièce à côté de la lumière, que les raisons, les motifs du tapis retournent sur la fenêtre, où la lumière, faiblement acide, faiblement fleur, accroche. Comme la fois où j'ai eu si honte de trouver beau ce garçon allemand de 13 ans, de mon âge, et qu'après la libération, le prénom de Raymond aille bien à Charles. Après, quand l'aîné s'est marié, il était austère, c'était son genre. Une tasse de thé ? Madeleine, Antoinette, Eliane, Sylvie, Marie-Louise. Les passagers à destination de Rome sont priés d'emprunter l'aire de départ. Rome, embarquement immédiat. Tous les chemins y mènent, répète-t-on depuis des siècles. Mais à quelle Rome? On sait quand même à quoi s'attendre quand on va à Rome. Des coupoles, des fontaines, des palais, des aqueducs, des forums. Et pourtant, rien de ce que j'ai vécu là-bas, à l'insu totale d'ailleurs de mes compagnons de route, ne figurera jamais dans un guide de voyage. Non, jamais. Je commençais à m'ennuyer parmi ces pierres, morceaux d'une civilisation à mes yeux invisible et illisible. J'avisai un coin d'ombre et décidai de m'arrêter, laissant mes compagnons continuer sans moi leur quête archéologique, qui les ramènerait inéluctablement vers mon oasis provisoire. Je me mis à rêver, à me raconter des histoires romaines.
Je me sentais déjà loin et ne résista point. Je t'attendais, mon ami. Je m'appelle Andrea. Je suis la gardienne de ce lieu, et tu es ici au cœur même du Palatin, le lieu sacré qui a donné naissance à la ville de Rome. N'aie pas peur. Vademecum, suis-moi. Je vais te montrer ce que tes amis ne pourront jamais voir. Non, jamais. Je suis là, mon ami. Je ne te vois point. Là, derrière le paravent. Andrea. Andrea, c'est toi, l'amante la plus belle. Veux-tu m'aimer et dis à m'aimer qu'on s'en va.
Andrea, mais qu'est-ce qu'il a? Ben oui, mais c'est toujours pareil. Il traîne et il voit jamais rien. Ipso facto. Oh, et puis tant pis pour lui, hein, de toute façon. Andrea, c'est toi, l'amante la plus belle.